Ok. Euh, Bonjour à tous. Merci d'assister à ce séminaire aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Sarès, qui est doctorant au Centre d'économie de l'environnement à Montpellier, qui va nous présenter un travail sur la pollution de l'air et les inégalités d'éducation. Donc Camille, à vous. Merci Sophie. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vais vous présenter un nouveau papier donc sur la pollution de l'air et les inégalités scolaires sur données françaises. Donc c'est un nouveau papier qu'on a coécrit avec Simon Briol. Et donc c'est un papier assez récent. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et je vais commencer la présentation. Tac. Alors, en fait, ce qui nous a motivé à écrire ce papier avec Simon, c'est que en fait, la pollution de l'air, donc, ça a des effets vraiment délétères sur beaucoup d'aspects, donc sur la mortalité, mais aussi sur d'autres facteurs comme les capacités cognitives, la productivité, l'accumulation de capital humain et voilà, les performances cognitives. Donc, ça a des impacts voilà, multifactoriels. Et donc, en fait, quand on veut mesurer l'impact de la pollution de l'air sur ces différents facteurs, il y a deux paramètres à prendre en compte. Il y a d'abord l'exposition euh, et d'autre part la vulnérabilité en fait à la pollution de l'air, puisqu'on n'est pas tous ni exposés de la même manière, ni vulnérables en fait à la pollution de l'air de la même manière. Donc en fait, il est possible que des populations en fait soient à la fois surexposées et ou davantage vulnérables en fait à la pollution de l'air, et donc soient surimpactées en fait par la pollution de l'air, donc sur ces différents facteurs que sont productivité, capacité cognitive, etc. Et donc en fait, cette surexposition et cette survulnérabilité, ça peut créer des inégalités sociales en fait, ou les renforcer, que ce soit les inégalités de santé ou des inégalités socio-économiques, étant donné les différents effets sur vraiment des aspects multifactoriels que peut avoir la pollution de l'air. Et donc, en fait, dans ce papier, nous, on s'intéresse principalement en fait, à l'effet de court terme de la pollution de l'air sur les résultats scolaires en France et donc les effets sur les résultats au brevet et au baccalauréat. Et en fait, on s'intéresse particulièrement à la vulnérabilité certains étudiants à la pollution de l'air, qui est liée en fait à leur statut socio-économique. Donc en fait, on s'est rendu compte que, il y avait des étudiants les plus défavorisés socio-économiquement étaient davantage vulnérables à la pollution de l'air et étaient davantage sensibles en fait. Je vous en parlerai un peu plus après dans la présentation. Alors en fait, il y a deux littératures assez intéressantes, assez complémentaires. Il y a une littérature épidémiologique et une littérature économique sur les effets de la pollution de l'air. Alors juste pour introduire juste le sujet brièvement, donc en fait quand on parle de pollution de l'air, on parle de plusieurs polluants de l'air qui existent. Il y a le dioxyde d'azote, les particules fines, l'ozone, les particules grossières. Donc ça c'est des polluants en fait, les principaux polluants qui sont régulés, qui ont en fait des seuils sanitaires qui ont été définis, donc par l'OMS notamment. Et en fait, parmi ces polluants, il y a les particules fines, donc, qui est un polluant en fait, particulièrement dangereux. Et c'est sur ce polluant-là qu'on s'est concentré dans cette étude. Et donc les études épidémiaux en fait, ont montré que les particules fines en fait, avaient la capacité de pénétrer vraiment profondément dans les poumons. En fait. Et en fait, elles enclenchaient des réactions inflammatoires euh, pouvant altérer donc, tout le système cardiovasculaire, le taux d'oxygène dans le sang, voilà, le- la circulation sanguine, etc. Donc ça a des effets en fait à court terme et à long terme. Et c'est plutôt les études épidémiaux qui expliquent les mécanismes en fait par lesquels les particules fines peuvent affecter la santé et par ce biais les capacités cognitives, etc. Et alors il y a une littérature également économique sur ce sujet. Et en particulier, une littérature qui montre les effets à très long terme en fait, d'une exposition précoce à la pollution de l'air. Et donc, on a en particulier les études de Claudia Persico et Janet Curie,
En fait, pour résumer un peu ces études, en fait, l'exposition prénatale, donc carrément l'exposition des enfants avant la naissance à la pollution de l'air, va avoir des effets en fait sur leur santé à la naissance. Et en fait, la santé à la naissance, c'est un déterminant assez important des résultats scolaires futurs, qui eux-mêmes sont des déterminants des salaires futurs, en fait, de la position future des enfants. Donc ça a en fait un effet vraiment très précoce, enfin, l'exposition très précoce à la pollution de l'air, avant même la naissance, ça va avoir des effets à très long terme sur les enfants et ensuite sur les adultes. Donc, il y a cette littérature-là, il y a aussi une littérature économique encore sur l'exposition à la pollution de l'air, sur les résultats aux examens. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que voilà, les étudiants qui étaient davantage exposés à la pollution de l'air lorsqu'ils passaient les examens d'entrée à l'université avaient des moins bons résultats à ces examens. Mais alors, il y a d'autres études qui ont aussi montré ce lien-là, mais avec d'autres données. Donc, c'est des données plutôt de survey, où ils montrent que voilà, plus on est exposé à la pollution de l'air, plus les test scores, en fait, vont être impactés négativement alors, à différents types d'examens suivant le survey qui a été mené. Et alors, la littérature a aussi montré que la pollution de l'air n'impacte non seulement les résultats scolaires directement, mais aussi l'absentéisme en fait, des élèves, puisqu'il y a une étude qui a montré qu'en fait, les écoles qui étaient à proximité d'usines à charbon en fait, avaient non seulement des résultats scolaires inférieurs, mais aussi un taux d'absentéisme qui était assez élevé. Donc, la pollution de l'air peut affecter voilà, la santé, l'absentéisme, et par ces biais-là, des résultats scolaires. Alors, en France, pour contextualiser un peu notre étude qui se déroule en France, la pollution de l'air a assez diminué ces dernières années, mais avec des concentrations des polluants que je vous ai présentés qui restent encore au-dessus des seuils sanitaires définis par l'OMS. Donc même si ça a diminué, on reste quand même sur des seuils, des concentrations de polluants qui restent dangereuses en fait. Et il y a eu aussi des études en France qui ont montré que les enfants les plus défavorisés en fait sont davantage vulnérables en fait à la pollution de l'air, notamment parce qu'ils ont des conditions sanitaires davantage dégradées, ce qui peut s'expliquer en fait par la pollution de l'air déjà antérieure, prénatale, mais aussi par d'autres facteurs, hein. Donc c'est notamment l'étude de Milena Suarez-Castillo qui est assez récente, enfin qui est très récente même, et qui montre voilà, que les enfants défavorisés sont plus vulnérables à la pollution de l'air. Aussi en France, c'est davantage les zones urbaines qui concentrent les plus hauts niveaux de concentration de pollution de l'air. Et au sein de ces zones, il y a tendance à ce que ce soit les plus défavorisés qui soient également surexposés. Comme je le disais au début, en fait, quand on regarde l'impact de la pollution de l'air, il faut regarder l'exposition et la vulnérabilité en fait pour estimer quel est l'impact en fait sur les populations. Donc, il y a eu quelques études en France sur ce sujet. Et alors nous, en fait, notre contribution, c'est de s'intéresser en fait en France pour la première fois sur l'effet de la pollution de l'air sur les performances scolaires, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu d'études sur les résultats scolaires en France. Ce qui peut s'expliquer par la difficulté en fait d'avoir accès à ces données-là, qui sont des données individuelles, confidentielles, voilà, qui mettent un certain temps pour y avoir accès. Et on s'intéresse plus particulièrement en fait à l'effet hétérogène de la pollution de l'air sur les performances scolaires, mais suivant les caractéristiques sociales des étudiants. Puisqu'en fait, comme je disais, on remarque que les étudiants les plus défavorisés sont plus sensibles à la pollution de l'air. Et ça peut s'expliquer d'une part parce qu'ils peuvent avoir des conditions sanitaires davantage dégradées initialement, mais par d'autres facteurs comme leur difficulté scolaire initiale. Donc, j'en parlerai un peu plus dans la suite de la présentation. Et donc oui, nous, on s'intéresse à l'effet à très court terme en fait, de la pollution de l'air. Donc c'est l'effet vraiment le jour de l'examen, puisqu'il y a plusieurs littératures que je vous ai présentées qui regardent les effets à long terme ou à court terme. Nous, c'est vraiment un impact à très court terme
C'est vraiment la concentration le jour de l'examen de polluants. Alors, je vais vous présenter un peu plus en détail les données en fait qu'on utilise. Donc, en fait, on va matcher des données administratives des étudiants qui passent le bac et le brevet. Donc, c'est des données exhaustives. On a vraiment toutes les informations, enfin, toutes les données individuelles des élèves, à savoir leurs résultats pour chaque matière. On a des données de type quel est leur statut, est-ce qu'ils sont boursiers, quelle est la CSP de leurs parents, euh, est-ce qu'ils ont redoublé, enfin, vraiment des données détaillées individuelles. Et, euh, et donc, en fait, donc, ces données-là, elles sont issues du fichier anonymisé des élèves pour la recherche et les études. Et on mobilise donc plusieurs cohortes. On mobilise 7 ou 8 cohortes d'étudiants. Et voilà, on a, comme je disais, les informations sur leurs âges, leur genre et d'autres informations socio-démographiques, économiques. Et donc voilà, on a donc nous, on garde dans notre base les notes pour ces deux examens, les notes de maths, français et histoire géo. D'une part par souci de simplicité, parce que ça demande un gros travail de préparation de données en fait. Donc on s'est restreint aux principales matières, et c'est des matières qui sont communes au brevet et au bac. Donc on peut regarder en fait, lier les notes du bac et du brevet pour les élèves. Et donc, en fait, on va lier ces données éducationnelles avec des données de pollution de l'air. Donc, on utilise en fait les concentrations journalières de particules fines dans les municipalités des établissements le jour de l'examen. Donc, en fait, pour chaque étudiant, on va avoir la concentration de particules fines qu'il a eue quand il passait son examen. Et on va aussi utiliser d'autres données type direction du vent le jour de l'examen, et également d'autres variables météorologiques type température, humidité, pluie, etc. Le jour de l'examen aussi. Alors les variables de température, etc., c'est des variables de contrôle. Et la variable de sens du vent, ça va être utilisé pour construire une variable instrumentale en fait. Et je vais vous parler un peu plus en détail d'abord quelques stats descriptives. Alors ça, c'est donc des stats descriptives pour le brevet. Donc le DNB, c'est Diplôme national du brevet. Donc, exam grade, c'est la note pour ces trois matières que sont les maths, l'histoire géo et le français. Donc, en fait, nous, on va utiliser des notes standardisées. Donc, en fait, elles sont standardisées selon la matière, selon l'année et selon l'académie, en fait. Alors pourquoi l'académie? Parce qu'en fait les notes sont arrondies au niveau académie, donc c'était pour comparer en fait des notes qui viennent de différentes académies. Alors vous voyez qu'on a 15 millions d'observations. On a en réalité 5 millions d'élèves en fait, puisque chaque élève a trois observations. Ces trois observations, c'est chaque note dans une matière, maths, français, histoire, géo. Euh, Donc vous voyez en fait les caractéristiques de la base des individus de la base de données. Donc on a voilà à peu près la moitié de filles garçons. Vous avez donc des stats descriptifs sur les caractéristiques socio-économiques, la part de CSP désavantagés, 30% de CSP désavantagés, 32% de middle CSP, 12% de privileged CSP et 22% de highly privileged CSP. Donc, pour les CSP, en fait, c'est les CSP des parents, et on les a définis comme l'a défini l'Éducation nationale. Donc, on a repris les catégories qu'ils avaient fait euh, eux-mêmes, en fait. Euh, alors, pour les variables environnementales, donc vous avez la concentration de particules fines continue, donc c'est le jour de l'examen. On construit aussi une variable binaire de PM 2.5. La variable binaire, elle va dire si le jour de l'examen, vous avez des concentrations au-dessus des seuils sanitaires, en fait. Et donc, vous voyez que on a 30% d'observations
ou pour lequel l'examen de l'élève où il y a des concentrations au-dessus du seuil. Et on a aussi voilà, des variables, d'autres variables environnementales. Je n'ai pas forcément besoin de détailler. Alors ça, donc, c'est des stats descriptifs sur les résultats au brevet en fonction des catégories socio-économiques des élèves. Donc en fait, ce que ça montre, donc, c'est des notes standardisées, hein. C'est pour ça, donc, notes standardisées, ça veut dire que la moyenne est égale à 0 et le standard deviation, c'est égal à 1. Donc en fait, ce qu'on montre avec ces stats descriptifs, c'est qu'il y a vraiment des écarts initiaux, des écarts importants en fait entre de notes entre groupes socio-économiques euh, parmi les élèves, avec environ, alors c'est 50% de standard deviation d'écart de notes entre CSP désavantagés et CSP et autres CSP en fait. Et c'est pareil pour non-French and French students et pour les élèves boursiers. Donc en fait, c'est pour dire que en fait, il y a les étudiants désavantagés socio-économiquement ont des difficultés scolaires initiales importantes. Alors ça, ce sont des stats descriptifs sur la concentration de particules fines. Donc comme je disais précédemment, les concentrations de particules fines ont pas mal diminué en France ces dernières années. Donc en 2010, on était à une moyenne de 19 microgrammes par mètre cube en France et on est à environ 9,5 microgrammes par mètre cube en 2016. Donc une diminution de presque de moitié. Et donc voilà, vous avez d'autres stades d'aise sur les indicateurs qu'on utilise, donc sur les indicateurs binaires en fait avec des seuils à 15 et des seuils à 10. Voilà, c'est juste à titre indicatif pour, euh, pour vous montrer un peu les données qu'on a. Alors ça, donc c'est des stats descriptifs sur le baccalauréat, donc c'est les élèves qui passent le bac. Euh, donc là, c'est le même principe en fait. On a environ 1,5 million d'individus avec trois observations pour chaque. Et donc vous voyez qu'il y a enfin voilà, les caractéristiques changent un petit peu, sociodémographiques changent un petit peu. On a plus de filles en fait en bac. On a plus de highly privileged CSP. Euh, et voilà, c'est juste à titre indicatif. En fait, on fait les mêmes procédures qu'on fait avec le bac, avec le brevet, pardon. Et donc, on regarde aussi les- les résultats scolaires en fonction des CSP des élèves. Et là aussi, on retrouve que les plus défavorisés, en fait, ont des difficultés scolaires supérieures, bien que la différence est moindre pour le bac que pour le brevet. Donc, en fait, l'écart de niveau est plus faible pour le bac que pour le brevet. Alors, je vais vous parler un peu plus de la stratégie empirique qu'on va mobiliser. En fait, on mobilise deux méthodes complémentaires, qui sont deux méthodes qui sont largement utilisées dans la littérature. Donc, on n'invente rien à ce niveau-là. Au niveau méthodologique, on reprend ce qui a déjà été fait dans la littérature. Euh, donc, la première méthode, elle se base en fait sur des effets fixes individuels. Et plus particulièrement, en fait, on va exploiter la variation intra-individuelle across, across épreuve, across subject. Donc en fait, pour chaque individu, leurs épreuves vont se dérouler sur plusieurs jours. Donc vous avez pour le brevet, par exemple, le maths et le français le même jour, et le lendemain, vous avez histoire géo. Et en fait, on va comparer en fait pour chaque individu, quelle va être la concentration de polluants d'un jour à l'autre, en faisant l'hypothèse que cette variation de pollution d'un jour à l'autre, elle est aléatoire. Et on va regarder du coup comment ça fait varier les notes des élèves. Voilà, donc c'est vraiment exploiter la variation intra-individuelle across subject, across épreuve, enfin across subject.
Donc ça, c'est une méthode qui a été élaborée par Ebenstein. Donc c'est un papier qui a été très bien publié. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce encore plus cette première méthode qui, de base, est quand même très robuste. On applique par-dessus une autre méthode qui est très robuste, c'est la méthode des variables instrumentales. Donc on va mobiliser en fait le sens du vent et sa vitesse pour capter en fait des variations de pollution de l'air. Donc là, on se base sur la méthode d'Eriugina, qui est une méthode qui a été aussi beaucoup utilisée. Donc en fait, le sens du vent est censé être aléatoire et créer des variations aléatoires de pollution de l'air qu'on va capter en fait dans les résultats scolaires. Donc deux méthodes. Euh, je vais vous présenter un peu plus en détail la première, hein, qui se base sur les effets fixes individuels. Donc en variable dépendante, en Y, on a le test standardisé. Donc que ce soit maths, français ou histoire géo, c'est des notes standardisées. Euh, on utilise comme variable d'intérêt donc la variable binaire de pollution de l'air. Donc variable binaire, c'est lorsque le jour de l'examen, vous avez un seuil, une concentration qui excède les seuils sanitaires. Et donc, ça, je vous expliquerai pourquoi on a choisi d'utiliser plutôt le seuil plutôt que la variable continue. Puisque en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'à court terme, il y a un effet de seuil qui est assez important dans la concentration, dans les effets de la pollution de l'air. Et on intègre un ensemble d'effets fixes, donc effets fixes individuels, effets fixes année, effets fixes subject, donc maths, français, histoire géo. Et dans les spécifications du bac, par exemple, on utilise aussi un autre contrôle qui est l'academic track, donc si vous êtes en S, ES ou L. Et donc, ouais, cette spécification, comme je disais, pour être bien clair, elle nous permet voilà, de capter des variations aléatoires intra-individuelles de pollution de l'air d'un jour à l'autre de l'examen, d'un jour à l'autre d'examen, pour estimer l'effet causal à court terme de la pollution de l'air sur les résultats scolaires. Donc en fait, à cette spécification à effet fixe individuel, on va ajouter dessus une spécification de variable instrumentale. Donc en fait, on reprend la spécification initiale et on y ajoute, on instrumente en fait la pollution de l'air en plus. Donc en fait, on va créer une variable instrumentale qui est basée sur le sens du vent. Donc en fait, pour chaque individu, au jour de l'examen, on sait quel a été le vent dominant en fait dans sa zone. Donc il y a enfin il y a quatre sens du vent possibles. En gros, c'est est, ouest, nord, sud. Donc si le vent est au nord-ouest le jour de l'examen, on regarde s'il est plus au nord ou à l'ouest et voilà, on binarise le sens du vent. Donc en fait, vous avez quatre variables binaires qui sont le sens du vent est, ouest, nord, sud, est, où on rentre en interaction avec les régions, puisqu'en fait, un vent d'est qui est dans la région nord, ça peut vous amener ou déplacer de la pollution. Si dans une autre région, en fait, le sens du vent peut avoir un autre effet sur la pollution de l'air. Donc en fait, il faut interagir. Ça, c'est une méthode classique. Donc on interagit. En fait, l'instrument, c'est 52 instruments, à savoir 4 sens du vent binarisés multipliés par les 13 régions. Et vous avez voilà 52 instruments au final. Et ces 52 instruments, on les interagit également avec la force du vent, puisque on émet l'hypothèse que le vent a un effet que s'il est assez fort. Donc je ne sais pas si c'est assez clair, peut-être vous pouvez me demander des précisions plus tard ou maintenant sur ça. Euh, je vais vous présenter les résultats en fait de ces deux spécifications pour le brevet pour l'instant. Euh, donc on fait les estimations pour le brevet et ensuite pour le bac. Donc là, vous avez les estimations que pour les étudiants qui passent le brevet, que pour les résultats au brevet. Et donc vous avez les spécifications effets fixes individuels à gauche et IV variable instrumentale à droite. Donc en fait, pour vous expliquer les coefficients que je vous montre là, en fait, c'est les coefficients de pollution de l'air binarisés, ok, dans différents sous-échantillons. Ok.
Donc, all students, on prend tous les étudiants, peu importe, et on regarde le coefficient de la pollution de l'air sur le résultat scolaire. Ensuite, on regarde scholarship, donc en fait, on sous-échantillonne les étudiants qui sont boursiers. Et non scholarship, on regarde les autres étudiants qui sont pas boursiers. Et on fait ça avec les étudiants étrangers français, étudiants défavorisés et d'autres CSP. Et en fait, on se rend compte que l'effet de la pollution de l'air n'a un impact que sur les étudiants défavorisés, en fait. Donc les étudiants boursiers, les étudiants de CSP inférieur et aussi les étudiants étrangers. Et c'est un constat qui est robuste en fait aux deux méthodes. Donc la méthode Ivy, elle confirme ce résultat, avec évidemment des écarts types qui explosent, mais ça c'est vraiment propre. Enfin, c'est quelque chose de mécanique en fait quand on utilise la variable instrumentale. Euh, alors vous voyez juste pour Foreign en Ivy, euh, les écarts types explosent vraiment parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'observations. Euh, mais le coefficient reste négatif. Donc voilà pour le brevet. Donc ça, c'est nos principaux résultats. Euh, Ensuite, on regarde en fait par matière pour le brevet. Donc en fait, on regarde est-ce qu'il y a des épreuves qui sont pour lesquelles les étudiants sont plus sensibles à la pollution de l'air. Et on trouve que pour les mathématiques et le français, c'est ces épreuves-là où la pollution de l'air va avoir un effet assez important. Alors, mais pas beaucoup pour l'histoire géo. Alors, ces résultats, il faut les prendre un peu avec des pincettes parce que enfin, lorsqu'on intègre des effets fixes établissements, on tombe sur des résultats non significatifs. Donc, pour l'instant, on les prend avec précaution. Mais voilà, je vous les montre quand même. Mais voilà, à prendre avec précaution ces résultats. Euh, alors maintenant, je vais vous présenter les résultats pour le baccalauréat. Donc, pour le baccalauréat, je vous montre les coefficients. En fait, c'est le même principe que pour le brevet. On fait des estimations OLS et IV dans différents sous-échantillons. Donc, pour le All Student, on prend tout le monde. Ensuite, pour Scholarship Students, on prend que les étudiants boursiers, etc., etc. Et, euh, et ce qu'on trouve, en fait, c'est que la plupart des coefficients sont non significatifs. Donc, on ne trouve pas de résultats significatifs pour le bac. Ce qui peut s'expliquer parce qu'on a moins d'observations. Et, je vais vous expliquer aussi ce qu'on a fait ensuite pour faire ressortir certains résultats. Euh, En fait, ce qu'on a regardé pour le bac après, c'est que on a fait des sous-échantillons par niveau au brevet. Donc en fait, on prend les élèves au bac et on regarde quel était leur niveau, puisqu'on peut les suivre en fait du bac au brevet. Et on regarde en fait, est-ce que ceux qui avaient des grandes difficultés au brevet euh, sont plus sensibles. Et en fait, c'est ce qu'on trouve. Donc ça, c'est des estimations sont dans des sous-échantillons. Donc first quartile, en fait, c'est sous-échantillons d'élèves qui étaient, qui avaient les 25% des élèves qui avaient les moins bonnes notes au brevet. Et, et on regarde, et donc lorsqu'ils passent le bac, en fait, ils sont sensibles à la pollution de l'air, ce qui n'est pas le cas des autres étudiants qui étaient plus forts au brevet. Et en fait, les caractéristiques de ces élèves qui sont sensibles, en fait, c'est que, donc c'est présenté dans ces stades descriptives, en fait, les étudiants qui passent le bac et qui étaient assez faibles au brevet, c'est des élèves qui étaient de CSP inférieurs, en fait. Donc, s'ils avaient des CSP inférieurs, ils avaient aussi des notes au bac inférieur. Et donc, en fait, on retombe un peu sur notre résultat au brevet, à savoir que c'est les élèves les plus défavorisés et ceux qui avaient des difficultés scolaires importantes qui sont les plus sensibles à la pollution de l'air. Alors nous, pour l'instant, on ne sait pas encore différencier d'où vient, enfin, si cette vulnérabilité vient du fait que les élèves sont de CSP inférieur et qu'ils ont une santé dégradée initiale,
ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient des difficultés scolaires importantes et si vous avez des difficultés importantes, le fait de rajouter de la pollution, ça va encore accroître ces difficultés. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas encore le différencier. Notre conclusion générale dans cette histoire, c'est que en fait, les élèves socialement défavorisés, c'est des élèves qui ont des difficultés scolaires initiales importantes et ils sont en plus vulnérables à la pollution de l'air. Donc si vous leur rajoutez en fait des concentrations de pollution de l'air importantes, ça va encore accroître les inégalités de résultats scolaires finales. Donc voilà pour voilà cette présentation générale. Merci. Merci beaucoup, Camille. Je vais ouvrir les questions auprès du public. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque? Moi, je peux poser une question. Bien sûr, Tina. Camille, Tina Rambonilla, Zinrae, à Dijon. Alors, en fait, je pense que bon, ma question est vraiment une question pas du tout à l'aise avec la méthode des variables instrumentales. C'est-à-dire que ça m'a échappé un peu la subtilité, en fait, hein, on va dire, de l'endogénéité de la variable la pollution qui a été déjà réduite sous forme dichotomique dans la régression, en lien avec des données individuelles performantes sur les centres d'examen, sur les résultats d'examen en fait des élèves. Donc peut-être que tu peux revenir là-dessus. Tu nous as tendu une perche, mais j'attendais quand même que tu termines pour que pour m'expliquer un peu plus toute cette subtilité. Ouais. Oui, oui, bah, merci beaucoup. Ouais, en effet, je pense que je peux un peu plus détailler parce que en parlant, j'étais pas sûr d'être très très clair dans l'explication. Euh, En fait, pour cette variable instrumentale, euh, donc on va mobiliser le sens du vent. Euh, en fait, on- on émet l'hypothèse que euh, en fait, un sens du vent dans une région donnée va influencer la pollution de l'air sans influencer les résultats scolaires. Ou va influencer la pollution de l'air et uniquement influencer les résultats scolaires par ce biais-là. Donc en fait, c'est une méthode qui a été beaucoup utilisée. Euh, euh, alors, je réfléchis un peu comment expliquer ça clairement. Euh, Mathieu a levé la main. Je ne sais pas si c'est en rapport avec cette question ou si ça, justement, ou si c'est pour plus tard. Non, non, c'est pour plus tard, j'attends mon tour. Ok, ok, bah, ça ok. marche. Euh, alors oui, donc pour les variables instrumentales, en fait, on va exploiter le sens du vent et l'effet du sens du vent au niveau local sur les concentrations de pollution de l'air. En fait, dans une région, vous pouvez avoir un sens du vent qui va vous amener de la pollution. Donc, je sais pas, si vous êtes au nord, peut-être qu'un vent d'ouest va vous amener de la pollution et un vent d'est va justement vous déplacer de la pollution, va faire réduire la pollution de l'air. Dans le sud, par exemple, c'est le vent d'est qui va vous amener de la pollution ou inversement. En fait, le vent va déplacer la pollution dans l'espace et créer en fait des variations dites aléatoires de pollution de l'air. Et ces variations, en fait, on va les exploiter, ces variations aléatoires, on va les exploiter pour voir comment ça va impacter les résultats scolaires. Euh, donc en fait, ces variations exogènes, en fait, ces variations de pollution de l'air aléatoires, issues de variations de vent et de sens de vent, en fait. Et, euh, et voilà, en fait, je Vous sais êtes pas en si... train de dire, en fait, dans l'intuition, c'est que bon, le processus de l'IV
je comprends bien, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelque part, on soupçonne que la pollution de l'air, le jour J, ne soit pas totalement exogène, entre guillemets, parce que le choix des centres d'examen peuvent être quand même influencés aussi par des caractéristiques individuelles c'est plutôt ça, non? C'était ça Oui, l'idée, certaines caractéristiques individuelles non observables des enfants, c'était ça. C'est oui, un oui, peu ça, ok. tout à Et fait. que Alors, il y a- du coup, ça permet de... ok. Bon, j'avais une autre question, mais je laisse Mathieu et je reviendrai après. Merci. Non, mais tu peux finir, hein, Tina. Après, moi, j'attends, hein. Vas-y, parce que moi j'ai peur de mes questions, alors je vais t'écouter d'abord, parce que peut-être que mes questions sont idiotes, tu vois, je suis... Voilà. Alors moi j'avais une première question, mais en fait c'est sur l'effet établissement. Alors certes, ton effet fixe individuel capte l'effet établissement, puisque effectivement c'est spécifique à chaque individu, mais c'est vrai qu'on aurait aimé que ça soit enfin, qu'on voit l'effet spécifique en fait de cet effet établissement. Ça c'était le premier point. Mais c'est pas celui que je trouve le plus important. Le point que je trouve plus important, c'est que tu nous as parlé en introduction en fait de tous les effets possibles de la pollution sur la réussite des élèves au niveau scolaire. Alors ça peut survenir au moment de l'examen, mais ça peut survenir aussi pendant toute leur scolarité. Alors j'ai bien compris pourquoi tu regardais juste le jour de l'examen, parce que tu as une belle technique pour identifier l'effet spécifique de la pollution sur les résultats des élèves. Mais on a envie de se dire que ceux qui sont traités, enfin ceux qui sont impactés par la pollution, en fait ils le sont le jour de l'examen, mais aussi pendant toute l'année ils ont été en scolarité. Et donc, en fait, les non traités, entre guillemets, ils sont traités parce que, en fait, ils ont été impactés par la pollution avant. Alors que toi, tu captes juste c'est le jour J, est-ce que t'es impacté par la pollution? Et dans ton groupe témoin, tu as des gens qui peut-être ont été impactés avant l'examen et tu les considères comme non traités. Ou inversement, dans ce groupe non traité, tu as aussi des gens qui n'ont pas du tout été impactés par la pollution. Donc, tu vois, avec ta stratégie, dans le groupe non témoin, il y a un peu un mélange des deux. Et d'une part, bah, c'est dommage parce qu'on se dit que la pollution, bah, elle n'impacte pas que le jour J. Enfin, je pense pas. Enfin, sauf s'il y a en France, des fois, il y a des pics importants de pollution, mais ça reste quand même supportable. Par contre, de l'avoir de manière structurelle, j'imagine que l'effet est peut-être plus important. Mais, euh, mais peut-être que ça a déjà été étudié sur cette base de données. Mais ce qui aurait été bien, c'est de voir, avec une méthode effectivement moins rigoureuse, de voir si effectivement d'être touché par la pollution au cours de sa scolarité, est-ce que ça a un impact sur les résultats au brevet, sur les résultats au bac. Voilà. C'était ça mes deux remarques. Ok. Ben, merci beaucoup. Je commence par la dernière remarque. Donc en fait, ouais, l'effet à long terme, c'est un projet qu'on a aussi pour l'avenir en fait. Et en effet, ce qui se passe, c'est que en fait, les plus défavorisés sont plus exposés à la pollution de l'air de manière continue en fait, de par leur localisation d'habitation, etc. Donc en fait, les plus défavorisés sont exposés toute l'année en fait, de par leur exposition chez eux ou ailleurs à la pollution de l'air. Et en fait, ça peut expliquer nos résultats, ça, plus qu'autre chose, puisque en fait, ça va dégrader leur santé, dégrader leurs notes. En fait, c'est ce qu'on constate quand ils arrivent aux examens. En fait, ils ont des notes déjà dégradées et ils ont déjà potentiellement une santé dégradée. Et en fait, c'est ce qui peut-être explique la vulnérabilité qu'on estime à court terme, en fait. Donc, c'est plus quelque chose qui peut expliquer nos résultats. Euh, et en effet, à l'avenir, en fait, on aimerait regarder l'effet tout au long du parcours scolaire, en fait. Regarder vraiment l'exposition cumulée. Et, Mais en fait, et ma voilà. question, c'est est-ce que tu as regardé justement juste le différentiel avec les biais éventuels qu'il y a avec ce type d'estimation entre ceux qui n'ont pas du tout été impactés par la pollution au cours de l'année et ceux Ouais. qui l'ont été. Juste ça, en fait, en stat descriptive de base, en fait. Non, je crois pas.
ou en tout cas pas dans mes souvenirs. Mais effectivement, je vais me le noter. Effectivement, il faudrait que je regarde ça. Mais parce que de toute façon, la méthode des variables instrumentales, elle permet de combler un peu si ce problème-là était là, la variable instrumentale, elle va justement enfin, voilà, exclure tous les problèmes de ce type-là. Enfin, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que ta variable instrumentale, elle est sur le fait d'être traité. Mais quand t'es pas traité, tu tiens pas compte du vent. En fait, parmi les non traités, tu as deux sous-groupes, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Et là, ta variable instrumentale, elle résout pas le problème, en fait. Enfin, je vois pas comment elle le résout, en tout cas. Ok, ok. Alors je vais, je vais y réfléchir. Mais merci pour la question. Et juste du coup pour l'effet fixe école, euh, quand on regarde en fait les matières, on n'a qu'une observation pour chaque individu, parce qu'il passe qu'une fois chaque matière. Et donc on ne peut pas mettre d'effet fixe individuel qui effectivement capterait l'effet fixe école. Du coup, on se restreint à l'effet fixe école. Euh, et ouais, je ne sais plus quelle était la question exactement, mais c'est une fois qu'on intègre l'effet fixe école, nos résultats sont pas significatifs, quoi. Merci. Merci. Chloé, je pense que tu peux y aller. Oui, merci. Merci Camille pour votre présentation. J'avais deux questions. La première, c'était lié à l'usage de la variable binaire pour mesurer la concentration donc, de particules fines. En fait, je me demandais, vous avez présenté essentiellement les résultats obtenus à partir de cette variable-là et je voulais savoir si vous obteniez les mêmes résultats en utilisant la variable continue. J'avais vu une restitution de travaux de recherche financés par l'ADEME et je pourrais retrouver le nom et vous l'envoyer, mais il y avait notamment des travaux qui montraient qu'en fait, l'usage de seuil pour certains polluants était assez contestable parfois. Et il montrait notamment que, je crois, sauf pour l'ozone, où il existe des seuils, en fait, pour la plupart des polluants et notamment pour les particules fines, en fait, la relation entre la concentration de polluants et les effets sanitaires, elle est assez monotone. Et en fait, on se rend compte qu'on a des effets observés, même pour des niveaux assez faibles en fait de concentration de polluants. Et donc, du coup, je me demandais, voilà, si du coup, est-ce que c'est vraiment pertinent de se baser sur cette variable binaire? Et puis, est-ce que bah, les résultats sont robustes donc entre la variable binaire et la variable continue? Et ma deuxième question, c'était du coup sur les perspectives de travail futur. Donc là, vous trouvez un effet différencié en fonction du niveau donc enfin, de l'origine sociale donc des individus. Et donc du coup, vous avez proposé deux explications. Peut-être que c'est lié au fait qu'ils ont une santé plus dégradée en raison d'une exposition notamment plus forte, enfin plus durable à la pollution. Et puis peut-être que ça vient aussi de difficultés scolaires. Et donc, j'ai pas bien compris dans vos données, est-ce que pour un même individu, vous avez à la fois les notes de bac et de brevet? Et donc, auquel cas, en fait, vous pourriez notamment tester le canal, le mécanisme des difficultés scolaires en regardant, par exemple, si les notes obtenues au brevet, enfin, du coup, moduler l'impact de la pollution sur les notes lors du baccalauréat. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Voilà, c'était mes deux questions. Merci beaucoup. Alors je reviens direct sur sur le dernier point. En fait, c'est exactement ce qu'on fait ici. Mais effectivement, j'ai pas bien expliqué ce graphique. En fait, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a effectivement les notes du brevet et du bac pour les étudiants qui passent le bac. Donc on connaît quel était leur niveau avant de passer l'épreuve de bac en regardant leurs résultats au brevet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait quatre sous-échantillons en fonction des notes au brevet. Donc on dit voilà quels étaient les élèves qui ont les moins bonnes notes au brevet. C'est le premier quartile en fait. Et c'est ces étudiants-là qui ont effectivement une vulnérabilité plus importante à la pollution de l'air quand ils passent le bac. Donc c'est effectivement ce qu'on fait et on trouve que c'est les élèves en difficulté scolaire initiale qui étaient les plus sensibles. Mais en fait, ces élèves-là sont aussi défavorisés. Donc on ne sait pas encore
enfin, isoler l'effet propre du niveau scolaire de la CSP. Et, s- et si du coup, si vous vous limitez à des élèves de CSP, bon, même s'il y a une variabilité au sein, mais des élèves dont les parents seraient issus de la même CSP, et que vous regardez si l'effet varie selon les notes au brevet au sein de ce sous-groupe, du coup, ça pourrait déjà permettre de purger une partie de l'effet, peut-être. Ouais, ouais, je me le note. Mais du coup, effectivement, pardon, vous l'aviez expliqué, c'est moi qui avais loupé le... Mm. Non, non, c'est pas grave. Et sur votre remarque sur la variable continue, en fait, en effet, on fait en test de robustesse les mêmes estimations avec un seuil inférieur et avec la variable continue. Et ce qu'on trouve, c'est globalement des coefficients, enfin, les résultats sont robustes, excepté certains coefficients qui sont pas significatifs. En fait, l'effet que ça fait, c'est que ça réduit notre significativité en fait, d'utiliser la variable continue plutôt que le seuil. Et l'hypothèse qu'on a derrière, c'est que en fait, c'est le fait de regarder à court terme. Mm. Vraiment à court terme, il faut qu'il y ait un niveau de pollution assez élevé pour Mm. qu'il y ait un effet, puisqu'en fait, l'effet est déjà très petit. Oui, Euh, d'accord. c'est un effet très petit, hein, donc ça n'apparaît pas significatif quand on prend même si potentiellement ça l'est, si on avait beaucoup plus de données, peut-être que ça ressortirait mieux, mais, mais, euh, mais non, ça ressort plus fortement avec le seuil. Mm. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais aussi, donc je sais pas si. Bon, j'y vais et puis après on verra. Mm. Du coup, pour rester sur la question de la variable pollution que vous avez utilisée, donc là vous êtes resté sur les PM2,5. Or, bah, vous l'avez mentionné en introduction, il y a d'autres types de polluants, puis vous avez travaillé aussi sur la question des cocktails de pollution. Donc, je me demandais pourquoi avoir choisi PM2,5. Est-ce que vous avez fait des tests de robustesse sur d'autres, voire sur des effets cocktails? Et un deuxième point là-dessus, donc vous êtes sur du très court terme et vous prenez les concentrations le jour de l'examen. Je me demandais, est-ce que, pareil, vous avez testé en test de robustesse? Alors, je suis le jour, enfin la veille de l'examen. Est-ce que l'exposition à la veille de l'examen peut peut-être, je sais pas, mener à des nuits plus mauvaises et donc, enfin, je ne sais pas trop quels sont les canaux, mais est-ce que vous avez regardé aussi de ce côté-là, en fait, en restant dans le très court terme, mais peut-être avec un petit lag? Merci beaucoup. Alors, en effet, mon dada, c'est les cocktails de polluants. Donc, c'est quelque chose qu'on a pensé. Euh, En fait, on s'est réduit aux particules fines dans un premier temps parce que sinon, ça nous demandait. Enfin, c'est pour une question de temps en fait. Pour l'instant, on a mené les analyses sur les particules fines. Par exemple, on ne s'est pas intéressé pour l'instant à l'ozone parce que l'ozone, c'est un polluant qui a tendance à se disperser facilement à l'intérieur. Donc, déjà qu'on a des données extérieures pour les polluants, l'ozone, ça va se dissiper à l'intérieur, donc c'était pas forcément très judicieux de regarder l'ozone. Le NO2, par contre, ça peut être un polluant intéressant pour nous. Donc, effectivement, je pense on va regarder quels résultats on trouve avec ce polluant-là et éventuellement aussi regarder les cocktails, du coup, si des étudiants ont deux polluants en même temps à des niveaux élevés quand ils passent leurs examens, est-ce que c'est encore plus grave en fait pour eux? Donc oui, on va regarder ça. Euh, et sur l'effet avec un lag, on a essayé de regarder donc les lags, effectivement les concentrations les jours précédents. On n'a pas trouvé d'effet intéressant. Euh, donc on n'a pas trouvé d'effet significatif des concentrations précédentes, les 30 jours précédents. Ce qu'on a fait, c'est on a fait aussi un test de falsification. Donc en fait, au lieu de prendre un lag, on regarde un lead en fait de pollution de l'air. Donc on regarde le jour, l'année suivant, la concentration de la pollution de l'air. Et on n'est pas censé trouver un effet significatif quand on regarde cet effet-là. Et c'est effectivement ce qu'on trouve. On ne trouve pas d'effet de lien significatif.
Donc ouais, on a un peu exploré ces effets lag et lead et on n'est pas tombé sur des choses significatives. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon. Je pense qu'on a déjà eu pas mal de retours. Donc, si personne ne souhaite s'exprimer encore, je vais vous remercier tous pour d'une part Camille pour votre présentation et tout le reste du public pour cette participation. Le prochain séminaire, c'est la semaine prochaine, avec une intervention de Riccardo Crescenzi de la London School of Economics. Merci Donc beaucoup. merci à tous et à bientôt.